Bonsoir, bonsoir. A priori, on m'informe que je suis donc bien en direct. Je ne sais pas du tout qui va passer par là, qui va venir m'écouter, ne serait-ce que 30 secondes ou pas. Dans tous les cas, c'est pas grave, hein. Je compte, quoi qu'il en soit, vous proposer ce direct en replay. Donc de toute façon, ça servira aussi à ça. Donc ce soir, je comptais vous lire deux extraits de La Piste des Cendres, donc voilà, qui vient de sortir il y a 3 semaines maintenant en poche chez Folio SF. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous laisser tenter, hein. Donc je vais commencer par le premier des deux extraits en toute logique. Je commencerai pas par le prologue, parce que j'aime beaucoup le prologue, hein, je le précise. J'aime beaucoup la première phrase du roman, hein. Le vent rappela au petit garçon qu'il était le maître de la région. Mais voilà, le prologue est, comme souvent avec les prologues, assez détaché du reste du roman, même s'il a beaucoup d'importance. Oui, j'espère que le cadre vous va, hein, c'est un peu boisé, mais bon. Donc je préfère commencer directement par le chapitre 1, c'est-à-dire dans le feu de l'action, et ensuite je m'interromprai pour vous lire un passage du chapitre 2, et ensuite, comme je l'ai promis ce matin pour ceux qui ont vu ça sur ma story ou sur Twitter aussi, hein, je vous lirai en exclu, incroyable, hein, c'est vraiment, qu'est-ce que l'on ferait pas pour ces lecteurs et lectrices, mais je vous lirai donc un extrait de Emile, ça apparaîtra l'année prochaine aux éditions Argile, un roman que personne ou presque n'a encore eu entre les mains, donc ça sera vraiment une première pour le coup, mais ça c'est pour tout à l'heure. Donc voilà, là pour l'instant on va partir sur La Piste des Cendres, chapitre 1, 1896. Sous le soleil de Carthagène, la flèche de la basilique brillait de mille feux. Après 20 ans de travaux acharnés, l'ouvrage était enfin sur le point d'être achevé. On venait de hisser à son sommet les 12 statues représentant les séraphins majeurs qui protégeaient le monde des démons. Le bâtiment de pierre et sa façade recouverte d'azulejos, pardon, décidément je savais que je me planterais, en damier, dominait la cité portuaire, capitale du nouveau Coronado depuis que les premiers colons avaient posé le pied de l'autre côté de l'océan, plus de 30 ans auparavant. À cette époque, Rodrigo Alcacer n'était pas né. Le vice-roi fit la moue en levant les yeux sur la basilique. Statue de séraphin ou pas, ses dimensions restaient bien modestes face à la magnificence des sanctuaires du Coronado. Rien que la nef de la basilique du roi des rois à Villaverde était plus vaste que le bâtiment devant lui. Carthagène ne pouvait pas se permettre de se passer d'un tel édifice plus longtemps. Les travaux auraient dû prendre fin 4 ans plus tôt. Malheureusement, le chantier, déjà en retard, avait dû s'interrompre suite à une série de cyclones dévastateurs qui avaient fait tomber un pan entier du mur sud et endommagé lourdement la charpente. Au moins, Rodrigo n'avait pas eu besoin de puiser dans les maigres réserves de la colonie pour s'acquitter des réparations et de la reprise des travaux. Le chantier était financé uniquement par les dons des fidèles et les apports de la Croix-Blanche. Les tempêtes tropicales représentaient un moindre mal. Carthagène devait parfois endurer des tremblements de terre. La cité n'en avait toutefois pas connu depuis plus de 10 ans, et le vice-roi espère bien que les choses restent ainsi. Et oui, le nouveau Coronado, c'est pas franchement une terre d'accueil, hein, contrairement à ce qu'espéraient les colons. Je reprends. Rodrigo tira sa montre à gousset de la poche droite de son veston et plissa les yeux. Midi, bientôt. Il n'était donc pas en retard. Les abords de la basilique s'avéraient toujours très fréquentés. Un véritable marché s'était installé là au fil des ans. Le vice-roi se retourna en direction du quartier est de la ville, le plus ancien, qui accueillait l'académie militaire du nouveau Coronado. Rodrigo se demandait tout de même ce qui avait pu passer par la tête de ses prédécesseurs. À tout le moins, il ne s'agissait pas d'architectes dans l'âme. Encore aujourd'hui, la capitale semblait pousser de façon anarchique, au gré des besoins des uns et des autres, avec ses façades à l'enduit zébré de fissures, piquetées de salpêtres et de moisissures. Le vice-roi plissa le nez. Ce n'était pas une belle ville. On installait présentement un système d'égout qui rendait fous ses concepteurs. Un seul quartier méritait le coup d'œil, celui du bord de mer, loin du centre, avec ses jolies maisons colorées aux toits pimpants et ses jardins clos. Pour être honnête, un observateur extérieur aurait presque pu penser qu'il s'agissait d'une cité différente. Rodrigo n'était pas un spécialiste du cadastre, mais il avait cherché un temps à embellir Carthagène avant de renoncer à son tour. En 25 ans, la population de la ville était passée de 15 000 à plus de 120 000 habitants. Comment gérer cette incroyable croissance? D'autant qu'elle s'était nourrie d'illusions. Déjà à l'époque, lorsque les forces du Coronado avaient débarqué, beaucoup s'imaginaient faire fortune.
Toutefois, la Lune d'Or n'était pas la corne d'abondance espérée. Un climat pénible et changeant, des populations difficiles à soumettre, des ressources en fin de compte très limitées. Malgré cela, rien n'avait été en mesure de tempérer les ardeurs des candidats à l'expatriation. La seconde vague de colons, la plus importante, une fois tombée la dernière puissance autochtone, l'Empire du Léopard, avait traversé l'océan, persuadé de pouvoir profiter des plaines du Nord pour se tailler d'immenses domaines. Sans compter ceux qui se voyaient déjà trouver des filons d'oricalques dans les montagnes. Malgré les allégations de certains esprits farfelus, personne n'en avait découvert la moindre once. Et pourtant, les autorités avaient recensé des centaines de témoignages affirmant que le prince héritier de l'Empire s'était dressé contre un ennemi terrifiant, avec sur le dos une armure brillant comme la lune au cœur de la nuit. Rodrigo avait vu cette armure exposée au palais, son palais. Mais elle ne lui avait jamais paru extraordinaire. Homme de science ou d'église, nombreux étaient ceux qui l'avaient étudié. Aucun n'avait trouvé quoi que ce soit de probant. Quant à ces histoires de fées, son prédécesseur avait consigné par écrit ce qu'il avait vu lui aussi la nuit où le sort de l'Empire avait été scellé. Besoin de vous confesser, votre Excellence ? Interrompu dans ses réflexions, Rodrigo baissa la tête sur un homme de 10 ans son aîné, qu'il connaissait bien. Comène, le prélat de la Croix-Blanche, arrivé sur place 1 an avant lui. Autant l'homme lui avait toujours paru affable, autant avec son menton rond et son nez épais, autant son regard l'avait toujours mis mal à l'aise, sans parler du silencieux moine au masque de séraphin qui poussait son fauteuil. Toute sa bienveillance semblait se concentrer dans ses paroles, mais certainement pas dans ses yeux verts, perpétuellement en alerte. Point du tout, Comène. Je sortais de la réunion du conseil, la 3e cette semaine, soupira-t-il. Marchez donc avec moi, je pourrais peut-être vous éclairer de mon avis. Allons, je ne voudrais pas vous contrarier avec des choses aussi bassement matérielles. Un homme comme vous a forcément mieux à faire. Mieux à faire ? Alors qu'il me faut parfois des jours pour obtenir des nouvelles d'une mission ? Il est plus que temps de mettre un terme à ces échauffourées dans le Nord, et vous le savez très bien. Quand allez-vous enfin vous décider à agir ? Le vice-roi serra les dents. Il ne comptait pas laisser Comène lui faire ainsi la leçon. Il avait déjà dû se justifier pendant près de 2 heures face aux représentants du conseil. Ce n'est pas de ma faute si je suis si mal entouré. À ces mots, Rodrigo ne put s'empêcher de regarder autour de lui. Depuis quelque temps, il avait toujours le sentiment de surprendre un murmure, un regard dédaigneux. Lorsqu'il avait proclamé une campagne de pacification officielle sur les territoires du Nord, suite au premier remous indigène, tout le monde, lui le premier, s'était imaginé que ce serait l'affaire d'une poignée de semaines. Il avait déjà fallu franchir les montagnes de l'Azur, véritable barrière naturelle protégeant les plaines herbeuses de la péninsule. Le train traversait la chaîne depuis plus de 15 ans, certes, mais ces rebelles avaient fait sauter plusieurs ponts pour ralentir la progression des troupes. Et ce n'était qu'un problème parmi tant d'autres. Les grands propriétaires terriens passaient leur temps à se plaindre de ne pouvoir commercer avec d'autres puissances que le Coronado lui-même, d'autant que Carthagène était le seul port en eau profonde permettant d'écouler leurs marchandises en direction du premier continent. Avec des majuscules, premier continent. À moins d'avoir recours à la contrebande avec des colonies étrangères, tout au nord. À ce jour, la situation n'avait pas évolué d'un pouce. Les deux partis campaient sur leur position et Rodrigo n'était pas parvenu à ramener le calme au sein de la colonie. Le vice-roi foudroya le prélat du regard. Si vous êtes si pressé de nous voir triompher, n'hésitez pas à accomplir un miracle. Quand je pense à tous ceux qui sont venus ici à la recherche de la fontaine, à Tichegou. Les ennemis du Coronado affirmaient que le défunt roi Philippe, père de la reine Constance, avait voulu à l'origine envahir la péninsule en quête de cette cité de légende, le cœur battant du pouvoir des fées. Mais aucun explorateur n'avait jamais trouvé ni cité, ni fée, ni source miraculeuse. Ah, n'oubliez pas que j'ai d'autres chantiers à mener, reprit Rodrigo, jetant un coup d'œil à la basilique, bien plus concret. Le monde ne s'arrête pas de tourner pendant que des esprits rebelles essaient de se soustraire à la couronne. Quand je pense qu'ils n'ont pas voulu accepter que l'on crée une banque, une simple banque, j'aimerais bien savoir comment ils comptent financer leur projet de canal sans nous. Le plus ironique, renchérit le prélat, c'est qu'ils reprochent à Carthagène de leur imposer un pouvoir central trop fort. Et que font-ils ? Ils sont à 2 doigts de réclamer l'indépendance, comme s'ils n'allaient pas devoir faire face aux mêmes difficultés. Les 2 hommes avaient malheureusement chacun leur propre défi à relever. Et Rodrigo n'avait pas de temps à consacrer à ceux du prélat. Outre les mouvements d'humeur du Nord, les pirates avaient fait leur retour dans le Golfe, pour la première fois depuis des années. Rodrigo se souvenait encore de la disparition 1 an plus tôt du Cœur Vaillant, un navire battant pavillon de l'Ulster qui transportait une cargaison d'or. Il avait dû s'excuser personnellement. Et ce n'était rien comparé aux commémorations des 25 ans de la chute de l'Empire du Léopard, dont il avait également la charge. Un sujet autrement plus important que composé avec une bande de séditieux. Et voilà, pour cet extrait du premier chapitre, qui, ma foi, pose bien le contexte pour
Pour ceux d'entre vous qui justement n'auraient pas lu l'Empire du Léopard, puisque je rappelle que la piste des cendres se passe dans le même univers, mais que vous pouvez vraiment commencer par celui-ci, il n'y a aucun problème. C'est pas que moi qui le dis, il vous suffit de consulter les dizaines d'avis et de chroniques qui existent sur ce livre depuis sa sortie en grand format, donc qui était en février 2020. Voilà, on est en octobre 2022, pardon. Donc 2 ans et demi plus tard, je crois que ça permet d'avoir assez de recul sur le livre. Et voilà, donc c'est vraiment une aventure indépendante. Et nous passons maintenant au chapitre 2, où nous allons retrouver justement Hazel, le héros quand même du roman, lui qu'on voit sur la couverture en arrière-plan, avec la carabine voilà, sur le dos. Et on le suit maintenant dans ce chapitre 2. Donc vous voyez, il y a une alternance entre les différents points de vue, voilà, de chapitre en chapitre. Allez, c'est parti pour le chapitre 2. Le regard d'Hazel balaya les plaines, loin en contrebas. Les uns après les autres, les pics de l'azur défiaient les voyageurs. Ils s'élevaient si haut que le soleil semblait avoir du mal à se hisser au-dessus de ces flèches, comme si ces dernières cherchaient à le retenir. Pourtant, les premiers rayons ne tarderaient pas à poindre, illuminant les coulées blanches des flancs du massif, sans réchauffer personne. Le jeune homme secoua la tête et jeta son cigarillo au milieu des rochers. Décidément, il n'appréciait guère le tabac. Le vent avala aussitôt la fumée. Ici, les habitants n'avaient pour horizon que les montagnes et leurs rêves brisés. « Debout, dit-il sans même se retourner. Il faut partir. » Le silence lui répondit. Le jeune homme sourit. Il n'avait pas donné à son prisonnier la satisfaction de pivoter pour lui adresser la parole les yeux dans les yeux. Jusqu'à maintenant, celui-ci s'était muré dans le mutisme le plus total. « C'est comme tu veux, reprit-il. Moi, je finis mon petit déjeuner et on reprend la route. Tu devrais être préparé. » Cette fois, quelques cailloux déplacés lui confirmèrent que l'homme couché dans son dos, près du feu mourant, s'était redressé. « Tu comptes vraiment me livrer ?» Hazel se retourna à moitié. « J'ai besoin d'argent. »« Ça ne te dérange pas de traquer ton propre frère ?» Le jeune homme éclata de rire et le captif parut surpris. « Quoi, n'avons-nous pas la même couleur de peau? Ne suis-je pas ton frère ?»« J'ai déjà 2 frères, et c'est largement suffisant, crois-moi. » Le prisonnier se renfrogna. Hazel l'avait capturé la veille. Il savait très bien que l'homme avait de fortes chances de passer les montagnes. Il était bien plus facile de s'y cacher que sur les plaines, et c'était le chemin le plus indiqué quand on cherchait à rejoindre Surkoutir. Moi aussi j'ai une question. Qu'est-ce que tu comptais faire à Surkoutir? Tu sais que ce n'est pas une cité libre. C'est tout comme. Les envahisseurs sont peu nombreux là-bas, dans les montagnes. Ils n'aiment pas vivre sous terre, sourit le prisonnier. Ils préfèrent bâtir leur petite cabane en bois, au lieu de profiter de la roche. Il n'avait pas tort sur ce point. Surkoutir était autrefois l'une des cités majeures de l'Empire du Léopard, mais aussi l'une des plus reculées. Les forces du nouveau Coronado l'avaient découverte plus d'1 an après la chute de l'Empire et de sa capitale, Xembala. Hazel avait eu l'occasion d'y aller une fois, et il devait bien admettre que ses jardins statuaires l'avaient impressionné. On t'aurait retrouvé tôt ou tard. C'est une destination logique. Mais je ne compte pas m'y établir. Hazel réprima un nouveau rire. Ah, le grand exil. Le visage de son prisonnier se ferma un peu plus encore. Oui, le grand exil. Si nous le pouvions, nous partirions tous. Cette terre n'est plus à nous, c'est tout. Hazel se pencha pour ramasser sa cafetière. Un peu plus loin, sa monture hennit et le jeune homme releva la tête en plissant les yeux. La bête, attachée à un sapin rabougri, ne paraissait pourtant pas nerveuse. Et il ne décelait rien aux alentours, aucune trace de prédateur. De toute façon, il lui faudrait s'éloigner le temps de se réapprovisionner en eau dans le torrent non loin, qui tombait en cascade depuis le sommet du petit cirque. Ne va pas t'enfuir, je reviens. Son prisonnier, pieds et poings liés, ne prit même pas la peine de répondre, se contentant d'écouter les ultimes crépitements du feu. Le torrent blanchi d'écume s'étirait environ 30 pas, enrageant d'être encore si faible. Il deviendrait bien plus puissant dans quelques mois, à la sortie de l'hiver, lourd de la fonte des neiges, ce qui restait préférable à un abreuvoir recouvert de glace. Hazel remplit ses 2 gourdes et repartit en direction de son campement de fortune, non sans flatter son cheval au passage. Il avait acheté cette monture une semaine plus tôt et n'avait pas encore eu l'occasion de s'y attacher vraiment. Hazel ne lui avait même pas encore donné de nom. Après une dernière caresse sur les naseaux, le chasseur ranima le feu à l'aide de la lame de son couteau, puis mit de l'eau à chauffer. Il s'assit en face de son prisonnier et saisit le carnet qu'il ne quittait jamais sous sa veste en cuir. Puis le jeune homme entreprit de dessiner, se servant d'un bout de fusain. « Quel est ton nom » lui demanda le fuyard, se décidant finalement à en reprendre la parole après un long silence. « Mon nom » fit Hazel sans lever les yeux de son cornet. « Pourquoi ?»« J'aimerais savoir qui est le traître qui me ramène à ses maîtres. Je n'ai pas de maître, et je m'appelle Hazel. »« Hazel » répéta l'homme, hochant lentement la tête. « Je t'ai demandé ton nom, ton vrai nom, tu comprends? Pas celui que les longs nez t'ont donné.
Hazel releva la tête et sentit le mépris dans le regard de son prisonnier. Ce dernier lui demandait le nom que lui aurait donné sa mère, celui qu'il aurait porté s'il n'avait pas été le fils de Roulen Alboran. Désolé, je n'en ai pas d'autre. Tu es vraiment un cœur blanc, asséna aussitôt le captif. La gorge d'Hazel se noua. L'homme s'était exprimé dans la langue commune des autochtones de la région, la langue maternelle d'Hazel. Il ne l'avait jamais oubliée, même s'il ne la pratiquait pour ainsi dire jamais. Son dernier souvenir dans cette langue remontait à... Les sourcils froncés, Hazel leva les yeux sur une galerie minière, abandonnée depuis longtemps. Il n'aimait pas les cavernes. Je ne suis pas un cœur blanc, répondit-il laconiquement dans la langue du Coronado. Mais appelle-moi ainsi si ça te chante, ou sac de farine. Sac de farine, ça te plaît aussi? Une fois l'eau bouillie, Hazel prépara son café. Il ne faisait pas si froid, pas encore, mais il aimait le boire bien chaud et chargé en mélasse. Il se passa la langue sur les dents. Ce foutu sucre, il fallait bien ça pour supporter ce pays. Hazel grogna et posa la cafetière sur le feu. Et toi, tu me demandes pas mon nom? Fit le prisonnier, visiblement agacé par le détachement d'Hazel. Le jeune homme se tapota le flanc droit. Je l'ai là, sur ton avis de recherche. Mais à vrai dire, je m'en fous. C'est honnête, plus que toi. Hazel siffla entre ses dents. Il n'avait pas pu s'empêcher d'ajouter ces trois petits mots. La réaction de son interlocuteur fut immédiate. Moi? Oui, toi, soupira Hazel. Tu me qualifies de traître, mais comment appelles-tu un chaman qui a renié ses croyances pour abuser les plus crédules? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ah oui? Hazel se redressa, posant le menton sur ses deux mains croisées. Tu n'es pas le premier que je rencontre. Faire croire aux ouvriers que tu es capable de les maudire pour leur couper l'envie de s'échapper, alors que tu te carapates toi-même, tu n'es pas seulement un traître, tu es aussi un bel hypocrite. Pour la première fois, le chaman détourna les yeux, et Hazel fut incapable de se contenir. Je vais te dire ce qui se serait passé. Tu aurais fini par crever de froid dans une grotte à 3 jours de Surkoutir. Je parie que tu n'y as jamais mis les pieds. Mais j'aurais accompli mon destin, répliqua-t-il. Toi, tu penses à accomplir le tien? Voilà. Bah, je pense que là aussi c'était un extrait. 2, 3, 4, 5, presque 6 pages de ce chapitre 2. Donc, ma foi, je pense que c'est tout à fait honnête. Voilà pour ces deux extraits de La Piste des Cendres. Donc encore une fois, je me répète beaucoup, je sais, disponible chez Folio depuis le 6 octobre. Alors, ce que je vais dire va vous paraître étrange alors que j'ai lancé un concours justement cet après-midi. Mais c'est vrai que si le roman vous tente, je me permets de le redire, s'il vous tente, franchement, n'hésitez pas tout simplement à vous le procurer. Voilà, parce que je pense que comme je le précisais tout à l'heure, il est sorti en grand format il y a plus de 2 ans. Je pense qu'il vous suffit de quelques secondes ou quelques minutes sur les réseaux pour vous apercevoir que les chroniques qu'on peut trouver à droite à gauche ou les avis de lecteurs et de lectrices sont quand même globalement positifs, pour pas dire très positifs. Donc vous avez quand même plus de chances, à mon avis, d'apprécier que de regretter votre lecture, même si ça peut toujours arriver. Hein, on peut pas plaire à tout le monde, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, vraiment, je me permets d'insister un peu parce que bon, on parle d'un poche. On ne parle pas d'un roman en grand format à 25, 28, voire 30 euros. Donc vraiment, s'il vous tente, si vous hésitez, bah ça serait sympa de ne plus hésiter trop longtemps et de vous laisser tenter. Voilà, ma foi, je vous avoue que j'apprécierais vraiment le geste. Mais en tout cas, bon, que vous le lisiez maintenant ou plus tard, j'espère que le moment venu, le roman saura vous saisir, vous toucher. Voilà. Et parce que vraiment, c'est aussi un roman qui me tient beaucoup à cœur. Hein. C'est aussi pour ça que je me permets de vous en parler autant. Et bon, voilà pour ces deux extraits de La Piste des Cendres. Donc je vous remontre une dernière fois la couverture d'Alain Brion qui est quand même vraiment très très jolie. Enfin, je trouve. Et maintenant, pas le plat de résistance, hein, mais le petit bonus. Je l'ai là avec moi, j'ai presque tout le manuscrit. C'est donc Imils, mon prochain roman, à paraître si tout va bien, en juin 2023, tout début juin 2023, aux éditions Argile. Voilà, donc il aurait dû sortir cette année, je vous le cache pas. Merci Edwige pour l'avoir mis dans ta liste, l'avoir mis dans votre liste d'achat livresque. Vouvoiement, tutoiement, désolé, hein, il faut choisir ce qui vous convient. Voilà.
Et maintenant, donc oui, Emils qui devait paraître cette année, malheureusement j'ai accumulé beaucoup de retard pour différentes raisons qui devraient pas vraiment vous intéresser, donc je vais pas m'apesantir là-dessus. En tout cas, pour l'instant, il est bien prévu à la fin du printemps 2023, aux éditions Argile donc. C'est un roman à très forte composante historique, puisque Emils, c'est l'épouse d'Hannibal Barca. Hannibal Barca, donc la famille Barca de Carthage. Carthage, les guerres puniques contre Rome, les éléphants, la traversée des Alpes, etc. Sauf qu'on ne s'intéresse pas vraiment à la guerre, enfin en tout cas si, on s'intéresse à la guerre, mais pas dans les pas d'Hannibal, puisqu'on reste dans ceux de Emils, son épouse. Et comme c'est un personnage sur lequel on sait très très peu de choses, ça m'a permis de... Alors ça a des avantages, ça permet de beaucoup broder, et d'inventer, hein, clairement, tout en respectant justement le contexte historique, ce qui est la différence avec un roman de fantasy pure. Avec quand même une petite dimension fantastique, hein, je préviens d'avance, on pourra le classer en imaginaire, je pense, mais voilà. Donc, c'est un roman qui lui aussi, qui compte beaucoup pour moi, même si je suis encore en pleine correction et que c'est vraiment, j'en ai, j'en ai vraiment assez d'un côté et en même temps pour l'instant les personnages ne m'insupportent toujours pas, donc c'est que je peux travailler encore un peu dessus. Donc voilà, je me permets de vous lire le début. Alors en fait, ce sera même une page et demie. J'avais dit que je lirais la première page, mais je préfère finir sur un semblant de logique et pas m'interrompre en pleine action. Donc du coup, ce sera même une page trois quarts et pas une page. Voilà, j'ai la preuve, j'ai le manuscrit. C'est jusqu'à la dernière page, c'est imprimé. Voilà, j'ai pas mis une seule feuille et puis après que des feuilles blanches. C'est parti. Alors je suis pas sûr là de le lire. Je suis pas sûr de le lire aussi bien que. Enfin si j'ai bien lu la piste des cendres, j'ai quand même trouvé le moyen de me planter sur le seul mot en portugais que je devais prononcer correctement et que j'ai répété tout l'après-midi. Donc c'est génial. Mais là, bon, vu le contexte historique, Carthage, il n'y a pas de mots en portugais, ni en langue punique, ni en grec. Tout est en français. Donc voilà, Emils, chapitre 1. Princesse! Caché parmi les lances de bruyère améthyste, Emils se retint à grand-peine de rire et en oublia sa tunique humide. Pas question de participer aux festivités nocturnes. Elle reviendrait à Castulo avant la fin du banquet. Son père, sa mère, ses sœurs, sa famille entière nourrissait des attentes démesurées à son sujet. Tous savaient visiblement ce qu'une princesse devait faire ou ne pas faire. Tous, sauf elle, qui n'avait jamais appris comment se soumettre aux traditions sans protestation. Il faut rentrer, princesse. Vous êtes attendue. Elle s'accroupit plus bas au milieu des perles d'eau que le soleil n'avait pas encore fendues. Après l'orage de cette moite fin d'après-midi, les senteurs de cuir et de miel de la bruyère embaumaient la rigole. Ceux qui requéraient sa présence pouvaient patienter encore un peu. La patience, une vertu que les hommes et les femmes qu'elle côtoyait appréciaient surtout chez les autres. D'un œil, la princesse s'assura que sa monture n'avait pas bougé. Elle se redressa et tendit à l'animal une poignée de luzerne, lourde de fleurs jaunes. « Tiens, Arda, voilà pour ton silence, murmura-t-elle tout en caressant ses naseaux frémissants. Emils recula d'un pas, songeant aux audiences de son père, Mucro, chef du clan des Oretani, l'un des plus puissants de toute l'Ibérie. Pour te récompenser, tu seras désigné, allons, coursier royal, qu'en dis-tu? Ce titre te vaudra de grands honneurs parmi les siens, noble destrier. Princesse! La jeune fille s'interrompit, se retournant à demi vers la piteuse barrière de branches. Si les domestiques s'approchaient encore, il finirait par la repérer. Emils avait encore une chance de poursuivre son escapade, à moins que le roi n'envoie ses molosses à sa recherche. Elle n'avait jamais retrouvé, chez aucun homme, la dévotion féroce qui animait ses bêtes. Emils claqua la langue. Le cheval, dont le nom signifiait écureuil, la suivit. Plus tôt dans la journée, sa maîtresse avait choisi comme destination une modeste éminence dominant les environs de Castulo, afin d'observer les étoiles à la nuit tombée. En pressant le pas, elle vérifia le contenu de sa besace. En plus de la falcata à lame courte glissée à sa ceinture, elle n'avait emporté qu'une dioptre, soigneusement enveloppée. Le temps de ses observations, nul besoin de vivre. Vivre avec un S, bien sûr, je parle de nourriture. L'instrument que son père avait accepté de lui offrir, non sans souligner son caractère inutile, était rangé entre deux bandes de tissu. À quoi bon contempler ces astres insondables? Ne pouvait-elle pas les observer comme tout un chacun?
Et puis ce n'était pas le rôle d'une princesse de percer les secrets de la voûte céleste. On racontait que, dans une région lointaine, à l'autre bout du continent, en Thessalie, une femme, une sorcière, était capable de faire disparaître le soleil. En vérité, la pauvre érudite n'avait fait que prédire une éclipse, grâce à ce même instrument. Fallait-il la considérer telle l'égale de Circé? Il y avait là destin plus anodin. Une sorcière imposait sa volonté à quiconque se dressait sur sa route, quand bien même s'agissait-il de valeureux héros revenus de Troie. Émile s'éprouva soudain l'envie de brandir haut son instrument et de proclamer son allégeance aux enchantresses de Thessalie. Mais c'était le meilleur moyen d'attirer l'attention. De sa main libre, elle s'essuya plutôt le front. Des mèches de cheveux cuivrés lui tombaient dans les yeux et lui chatouillaient l'arête du nez, ignorant le respect dû à son rang. La fraîcheur qui avait accompagné les averses précédentes se retirait déjà. Sous un soleil ardent, Émile tira sur la longueur de corde qui pendait au cou de sa monture et l'entraîna loin des cris, de la cité et du palais. Avec ses murailles de pierre grossières barrant l'horizon, Castulo évoquait davantage un camp militaire retranché qu'une cité comme on l'entendait en Grèce, avec ses places et ses temples. Les autres villes des environs étaient-elles aussi repliées sur elles-mêmes, rongées par la défiance à l'égard de leurs voisins. Sans regret, elle se tourna vers les lointaines montagnes. Ses pics, incapables de s'étirer au-dessus des nuages, luisaient sous la nacre. Émile s'avait toujours rêvé de leurs versants abrupts à la blancheur de craie, si différente des pentes douces du plateau et des vallées encaissées dont elle avait parcouru chaque arpent ingrat, chaque flanc d'émeraude hérissé de rochers gris. Elle ne partageait pas les craintes des voyageurs de passage, ni ne redoutait les esprits glacés qui hantaient la sauvage contrée. Si elle avait pu galoper jusqu'aux pistes enneigées, elle aurait aperçu non seulement la mer, mais l'immense Afrique. Lequel de ces rubans cireux les dieux suivaient-ils pour danser au firmament? Sans réponse, Émile sauta sur le dos d'Arda. Elle possédait une confiance absolue dans la créature dont les muscles se tendaient sous ses cuisses. Sa monture connaissait tout aussi bien qu'elle ces terres arides aux mille éclats d'ocre, peuplées de sangliers insatiables et de lynx discrets. Arda et les siens avaient toujours incarné des alliés indispensables pour les Ibères, et pas seulement des bêtes de somme ou une preuve de richesse. Ils traversèrent tous deux un ruisseau charriant d'ordinaire plus de galets que d'écume, devenu torrent orgueilleux. En cette saison, la plupart des sources se réduisaient à un chuchotement étouffé par la mousse. La jeune fille lui accorda à peine un coup d'œil, impatiente de tourner sa dioptre vers les étoiles. Le mot, unique, vibra entre eux. File. Avec allant, Arda allongea sa foulée. Voilà. Écoutez, en relisant cette page et demie, moi je la trouve pas mal. Hein, honnêtement, je pense que c'est pas sur ce passage qu'il me reste encore le plus de travail, hein, pour être tout à fait franc avec vous. Voilà. Je pense d'ailleurs que c'est plutôt, ouais, non, c'est plutôt pas mal. Non, je suis assez confiant quand je lis un passage comme ça, et puis évidemment, quand je vais replonger dans un chapitre plus problématique avec mon éditrice, là, je vais me dire que j'en ai encore pour un bon moment. Non, non, honnêtement, si je tiens si je tiens bien mes délais, merci pour les compliments d'ailleurs au passage que je vois défiler, ça fait plaisir. En tout cas, si je tiens les délais, le roman, normalement, j'espère que je pourrai proposer la vidéo en replay. Je réponds à Plume et Chimère. J'espère ne pas faire de fausses manips, mais voilà. Normalement, j'aimerais en tout cas vous proposer tout ça en replay, histoire de ne pas avoir lu tout ça en ayant oublié en plus de prendre un verre d'eau, très très malin. Voilà, et puis surtout que les gens qui n'ont pas pu être là en direct, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui ont mieux à faire que m'écouter, puissent en profiter. Donc en tout cas, merci encore à celles et ceux d'entre vous qui sont passés. C'était vraiment très sympa de votre part de vous voir connectés. J'espère que ce soit aussi bien. Donc, allez, il va le refaire encore une fois. J'espère que ce soit aussi bien la piste des cendres que donc ce petit bout. Oui, je sais, c'est l'heure de l'apéro, effectivement. Que ce petit bout d'Emils. J'espère que les deux vous ont plu.
C'est un peu ce qui m'anime en ce moment, hein, avec mon prochain roman dans l'univers de l'Empire et de la piste pour critique, que j'ai aussi sur le feu. Voilà, mais bon, on va faire les choses dans l'ordre et d'abord terminer E-Mills, une bonne fois pour toutes. Donc merci encore tout le monde. Vraiment, ça me touche de voir que j'étais pas tout seul devant mon téléphone. Donc j'espère proposer ça en replay, que ce soit sur Instagram, et puis peut-être que je mettrai la vidéo sur YouTube, histoire que ça soit pas limité à une seule plateforme. Je vous avoue que j'ai pas demandé. Non, je pense que c'est bon. Oui, la sortie de Emils, comme je le disais tout à l'heure, c'est prévu normalement tout début juin 2023. On vise la première semaine de juin. Ça pourrait éventuellement sortir plus tôt, mais en fait, vous savez, bah voilà, il faut qu'Argile aussi puisse adapter son catalogue, c'est-à-dire pas sortir par exemple trois romans de fantasy à la suite, mais alterner avec des textes plus SF, plus contemporains, un essai ou que sais-je. Voilà, essayer aussi de varier, enfin de pas, enfin de varier l'offre pour que vous, lectrices et lecteurs, vous y trouviez votre compte. Donc du coup, moi je suis repoussé entre guillemets à juin. Bon, évidemment, il vaut mieux sortir tout début juin que le 30 juin ou le 10 juillet, hein, parce que bon, c'est mort. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça sera bien dispo. La couverture de Xavier Colette est terminée depuis un an. Donc, ouais, ça fait un an que je peux pas la montrer. Donc, là aussi, ça me démange pour ça aussi d'en finir. Donc voilà, en tout cas, merci encore à toutes et tous. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end pour ceux qui font le pont ou ceux qui font pas le pont d'ailleurs. Moi je le fais pas justement, je le passe, je vais le passer sur mes corrections. Donc en tout cas voilà. C'était un moment très sympa. J'espère que ça vous a plu. Ça fait 4 fois que je le dis, mais je le pense toujours. Et puis voilà, donc je vous dis à très vite. Je sais pas comment on sort du direct. Est-ce que j'appuie sur en direct? Non, ça me met juste le temps. Ça va être là. Hop. Salut tout le monde.